Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège. Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chers collègues, chers étudiantes qui ont déjà terminé les cours et qui sont en train de préparer la thèse, le mémoire que je vois ici, qui sont déjà bien acheminés vers la fin de la carrera. Ya. Bueno, voy a empezar a hablar en español, a presentar a la directora del Instituto Superior de Lenguas, la doctora Valentina Canese, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Buenas noches a todos. Es para mí realmente una alegría y un gusto recibirlos aquí en el Salón Centenario del Rectorado Histórico de la Universidad Nacional de Asunción, donde estamos funcionando como Instituto Superior de Lenguas, sobre todo para asistir a un evento académico tan importante con la profesora Delfín de Melas, quien estuvo con nosotros hace un tiempo cuando estuvo en Paraguay dando clases en la licenciatura, y tenemos el gran honor y la alegría de poder recibirla nuevamente aquí para que comparta con nosotros los estudios que está realizando en donde está actualmente en la universidad que está en el Reino Unido. No estoy segura exactamente cuál, ya la profesora Mónica va a leer va a leer su currículum. Y bueno, realmente apreciamos mucho la generosidad de la profesora para estar con nosotros, y también agradecer a todos ustedes por su presencia, por estar aquí. Quiero agradecer a la Asociación Paraguaya de Profesores de Francés, también por el apoyo en la organización de este evento. Realmente para nosotros es importante poder tener ese vínculo con nuestros docentes de lengua francesa y poder así promover lo que es el aprendizaje, la enseñanza, el estudio de las lenguas, y en este caso específicamente de la lengua francesa. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí, y bueno, disculpen que no les puedo todavía hablar en francés. Muchas gracias, doctora Valentina Canese. Yo quiero anticipar, ¿verdad?, que vamos a presentar esta conferencia en la Semana de las Lenguas, ¿verdad?, aprovechando la presencia de Delfín, que va a darnos su conferencia. A ver, Delfín, lo que es, ¿verdad? Yo estoy demasiado curiosa, ya demasiado. Y en este momento voy a pedirle a la presidenta actual de la Asociación Paraguaya de Profesores de Francés, que nos está apoyando, la asociación nos está apoyando para este evento. Le voy a pedir a Mónica Ortega, que también es docente en la carrera, que nos presente a Delfín de Melas. Okay, bonsoir tout le monde, je m'appelle Monica Ortega et je vais présenter Madame de Melas. Elle a un CV tellement long qu'on a essayé de raconter les choses les plus importantes de sa vie. Et elle a travaillé aux États-Unis, elle a travaillé en France, elle a travaillé au Paraguay, elle a travaillé partout dans le monde. Donc, on va présenter les points les plus importants d'après nous. J'espère qu'elle sera d'accord avec moi.
Alors, Delphine Demela a étudié et enseigné à l'université d'Aix-Marseille, où elle a obtenu son doctorat pour la recherche d'une édition de la chanson de Bertrand de Guesclin, un texte épique en français moyen, utilisant le langage latex. Elle a enseigné la littérature française et médiévale et a mené des recherches au Paraguay et aux États-Unis sur les textes épiques français et la codicologie. Elle a rejoint le projet Inde en tant que rédactrice adjointe en mars 2020 pour travailler sur la révision de la lettre S. Et finalement, elle travaille actuellement sur une édition de la version anglo-normande de la chanson d'Otinel. Madame, on vous écoute. Je vous remercie. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous ce soir, de revenir au Paraguay et bien évidemment de porter avec moi le projet sur lequel je travaille actuellement, qui est le dictionnaire de l'anglo-normand. Et j'espère que ça va vous intéresser, bien évidemment. Et puis, je vais vous présenter donc le dictionnaire, ce qu'est l'anglo-normand, ce qu'on fait dans ce projet. Et ensuite, bien évidemment, je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Je veux dire que malheureusement, M. Jean-Robert Normand, qui est normand en plus, pas en plus, il ne peut pas nous accompagner ce soir parce qu'il a eu un petit problème. Il est tombé, puis il a encore des séquelles, n'est-ce pas? Mais il a envoyé le bonjour, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est lui qui pouvait te poser des questions. Oui, c'est le problème. Bon. Je regarderai la vidéo. J'espère. Non, on va essayer quand même de te poser des questions parce que ton sujet se présente assez... Bon, on va voir. Hein? Voilà. Tiens. Bon, bien évidemment, on va commencer. Je remercie l'Association des professeurs de français pour cette invitation, la UNA, évidemment, pour l'organisation, l'ISL. Et donc, je vais parler aujourd'hui avec vous de l'Anglo-Norman Dictionary. Alors, c'est un projet sur le français médiéval, mais en anglais. Donc, j'espère que vous allez suivre un petit peu. Alors, comme vous voyez, donc ça c'est notre logo, l'Anglo-Norman Dictionary, donc le dictionnaire de l'anglo-normand, avec une question donc, que j'apporte ce soir avec moi. Est-ce que c'est une solution numérique aux problèmes médiévaux? C'est ce que nous allons voir, et j'espère que je vais répondre à cette question, bien évidemment, avec vous ce soir. Alors, on va commencer, bien évidemment, par définir ce qu'est l'anglo-normand. Je pense que tout le monde ici se pose la question, bien évidemment. Alors, donc je vous ai mis ici donc une définition qu'on trouve sur Wikipédia et qu'on va essayer un petit peu de questionner, de remettre en cause. J'espère que ce que je vais dire ce soir va permettre un petit peu de réfléchir sur cette définition. Alors, que nous dit Wikipédia? Donc, Wikipédia nous dit « L'anglo-normand est l'une des variantes dialectales de l'ancien français », donc le français qui était utilisé au Moyen-Âge, l'ancien français, parlé au Moyen-Âge en Angleterre, à la cour des rois et dans l'aristocratie anglo-normande. Alors, vous avez deux termes qu'il va falloir retenir, donc ancien français, français du Moyen-Âge, et en Angleterre. Donc évidemment, on va se demander que fait le français en Angleterre au Moyen-Âge. Pourquoi on parle français au Moyen-Âge en Angleterre? Un petit peu d'histoire, pour commencer. Alors, donc je vous ai mis une carte, ici, de la situation au Xe siècle, d'accord? Donc vers l'an 900. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc, au Xe siècle, on a des mouvements descendants de populations venant du nord, et ici, de ce qui serait le Danemark. Donc, vous avez des populations qui viennent du nord, qui descendent jusqu'au sud de l'Angleterre, particulièrement les Vikings, qui s'installent ici, à York, par exemple.
et qui descendent ici, vous voyez, jusqu'à la Normandie. Donc au Xe siècle, vers l'an 900, je vous parle, vous voyez, vous avez les dates ici, 899, 918, etc. Retenez que vous avez un mouvement de population venant du nord et qui descend jusqu'à la Normandie. D'accord ? Donc tout ceci ici, en fait, de l'Angleterre à la Normandie, forme déjà un seul royaume au Xe siècle. Qu'est-ce qui se passe au XIe siècle? Donc on a vu, excusez-moi, c'est l'installation de ces populations ici, donc Angleterre et Normandie, et à partir de là, la Normandie et l'Angleterre deviennent le point focal d'un mouvement d'expansion de ces populations. Donc vous avez, vous voyez, un mouvement qui remonte ici. Excusez-moi, ça marche très mal. Bon. Donc un mouvement qui remonte et bien évidemment des mouvements descendants de ceux qu'on appelle alors les Normands, qui sont en fait les Northmen, les hommes du Nord, les Vikings. Ça vient de là, normand, le mot normand. Donc les Normands, ce qu'on appelle les Normands, dont on a vu que le royaume se cantonnait ici, hein, Angleterre et Normandie, ont vraiment, un siècle plus tard, au XIe siècle, un mouvement d'expansion. Et vous voyez ici, donc jusqu'en Espagne, jusqu'en Sicile, jusqu'au nord de l'Afrique, jusque dans l'Empire byzantin, les Normands s'étendent sur à peu près toute l'Europe, à part l'Est, et s'installent un peu partout. D'accord ? Notamment, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais vous avez une date qui est importante, qui est la date de 1066. Et la date de 1066, c'est la bataille d'Hastings. La bataille d'Hastings qui fait que les Normands prennent d'assaut l'Angleterre. Donc en 1066, l'Angleterre qui était sous domination anglo-saxonne passe sous domination normande. Donc on change vraiment de dynastie et on change de culture avec ça. Les Normands s'installent donc au XIe siècle et, regardez, en 1155, donc un siècle après la bataille d'Hastings, l'empire des Plantagenets, donc de la couronne d'Angleterre, c'est tout ça. Tout ce qui est en rose, là, sur la carte. Et vous voyez, la France, à cette époque, c'est tout ce qui est en gris ici. C'est tout petit. D'accord ? Donc tout ceci, retenez, forme un même empire. Forme une même couronne. La couronne d'Angleterre, jusqu'en Espagne à peu près. Ça va ? Donc voilà à peu près le mouvement sur 2 siècles. On va voir pourquoi c'est important. D'accord ? 9e siècle, 10e siècle, et milieu du 12e siècle, on arrive à ça. Alors, ça ne répond pas à notre question. Pourquoi on écrit en français, en Angleterre, au début du XIIe siècle ? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les Normands, vous vous souvenez, en 1066, lorsque la conquête normande de l'Angleterre s'effectue, quelle est la situation sur le territoire anglo-saxon ? On a une situation assez particulière, c'est-à-dire que sur l'île de Bretagne, on a une tradition d'écrit en anglais, en latin, bien évidemment, hein, avec la christianisation de l'île, mais aussi une tradition d'écriture en anglais, à partir du 8e siècle. Donc c'est quelque chose qui arrive très 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 tôt. Donc l'anglais sur l'île de Bretagne est une langue de l'administration, avec le latin bien évidemment, et c'est le seul endroit en Europe, à cette époque, où on écrit le vernaculaire, c'est-à-dire la langue locale. À la même époque, au 8e siècle, vous n'allez pas trouver de texte français, vous n'allez pas trouver de texte italien, ni de texte espagnol, etc. D'accord ? En Europe, c'est vraiment le seul endroit qui pratique l'écriture de sa langue, de la langue vernaculaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a comme texte en anglais avant que les Normands arrivent ? Donc, on a des textes administratifs, hein, des chartres, des lois, etc. Vous en avez un exemple ici, qui est une charte du début
du 8e siècle, écrite dans le Kent. Vous avez évidemment des textes religieux, d'accord, tout ce qui va avec la christianisation. Et donc ici, vous avez un phénomène assez particulier qu'on appelle les gloses, c'est-à-dire que vous avez un premier texte ici, écrit en plus gros en latin, et au-dessus, vous voyez, vous avez des petits mots qui sont en fait la traduction en vernaculaire, donc en anglais, des termes latins. Ça s'appelle les gloses. D'accord, ça arrive très fréquemment au Moyen-Âge, on a beaucoup de manuscrits glosés comme ça. Donc vous avez ce type de manuscrit en Angleterre. Et vous avez évidemment des textes littéraires. Donc ici, vous avez un des plus célèbres, qui est Beowulf, évidemment, qui date d'autour de l'an 1000, le manuscrit qu'on a, et qui est un poème épique d'environ 3000 vers. Donc des textes littéraires assez étendus, qui circulent en Angleterre, donc, avant que les Normands arrivent. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée des Normands? À l'arrivée des Normands, ils découvrent un monde inondé de codex en langue vernaculaire, en anglais. Sauf que les Normands, ils ne parlent pas anglais. Et évidemment, ils ont besoin d'asseoir leur pouvoir pour imposer une nouvelle aristocratie. Parce qu'ils ont décimé l'aristocratie à la bataille d'Hastings, mais il faut encore imposer un pouvoir administratif, culturel, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils doivent utiliser le vernaculaire. Ils doivent utiliser une langue locale pour pouvoir s'imposer. Pour pouvoir s'imposer en Angleterre. La question est de savoir quel vernaculaire. Parce qu'ils ne vont pas utiliser l'anglais, évidemment, puisqu'ils ne le pratiquent pas. Et parce que leur but, c'est de remplacer cette aristocratie anglaise, évidemment. Et on commence à voir apparaître, vous voyez, à partir de 1088, à partir de 1088, on voit apparaître des textes comme ça, qui viennent petit à petit remplacer ce qu'on avait en anglais. Et donc ici, vous avez un texte qui est actuellement à Paris, qui est une prière pascale, écrite en latin, avec, si vous voyez ici, en tout petit, des gloses, mais cette fois-ci, non pas en anglais, mais en français. Et vous avez devant vous une des premières attestations du français à l'écrit. Alors ça donne ça, vous avez le texte en latin, ici une première glose, le texte en latin, ici une deuxième glose, et le texte en latin, ici une troisième glose. D'accord ? Donc amex qui serait le verbe j'aime, en repos, et desee, comme deseo, en espagnol. Voilà, donc ça, c'est une des premières attestations du français à l'écrit. 1088. À partir de 1105, on voit apparaître aussi ce genre de choses. Merci et grâce, moredic elmon fecit en crucem. C'est-à-dire, merci et grâce, moredic elmon a réalisé cette croix. Donc ça, c'est sur un monument au milieu du Pays de Galles, dans une ville qui s'appelle Llanarton, d'accord, dans le Carmarthenshire, donc vraiment au milieu de rien, rien du tout. Et c'est une des premières attestations également du français à l'écrit. Donc ici, on en sort du contexte, vous voyez, littéraire, et le français commence à s'imposer vraiment à d'autres domaines, et ici sur des monuments religieux. Donc vous avez une croix avec en bas écrit ceci. D'accord. Et vous voyez, c'est aussi mixte. Hein. Vous avez merci et grâce en français et le reste en latin. Donc, on est dans une étape un peu mixte, d'accord, à cette époque-là. Donc, à partir de là, à partir des années 1100 jusqu'à 1150, on a vraiment une explosion des textes en français. On va vraiment voir une explosion des textes en français sur l'île de Bretagne. Donc vous voyez, c'est quand même
c'est pas la première génération qui va imposer ça, c'est vraiment la deuxième, troisième génération qui va grandir sur l'île de Bretagne et qui va essayer de changer la donne et petit à petit d'imposer le français comme langue de l'administration, mais évidemment comme langue de la littérature aussi. Et c'est là qu'on voit apparaître de nouveaux textes, tout à coup. Donc on a ce qu'on appelle de la littérature didactique. C'est une littérature qui va commencer à traduire des textes latins en français. Donc vous avez des textes qu'on appelle par exemple le compute. Alors le compute, c'est un texte sur le calendrier, par exemple, comment compter le temps, etc., mais qui est versifié, qui a une forme littéraire particulière. Les bestiaires aussi. Les bestiaires, c'est un genre médiéval très développé, donc avec un dictionnaire des animaux fabuleux ou existants, etc. Donc moitié scientifique, moitié littéraire, si vous voulez. Vous avez des textes hagiographiques, c'est-à-dire des vies de saints également, qui vont se développer. Donc vous avez le voyage de Saint-Brandan, la vie de Sainte Marguerite, la vie de Saint-Alexis aussi, qui est un des premiers textes écrits en français. Vous avez aussi des traités médicaux, donc traduits du latin et ensuite directement en français. Des lapidaires, alors ce sont des textes sur les pouvoirs des pierres, par exemple. Ça revient à la mode actuellement. Vous avez de nombreux textes sur les lapidaires. Vous avez évidemment de la littérature épique, donc de la littérature qui essaye d'expliquer également la conquête des Normands, l'identité qui est en train de se créer, etc. Donc vous avez par exemple un texte très important écrit en 136 qui est l'histoire des Anglais, mais écrit en français. D'accord ? Ça s'appelle l'histoire des Anglais, mais c'est écrit en français. Vous avez la fameuse chanson de Roland, également, qui est considérée comme le premier texte littéraire écrit en français. Vous avez des textes romanesques, bon, etc., etc. Et la particularité également de cette langue qui commence à se créer, c'est que c'est une langue qui est enseignée comme langue seconde. Puisque la plupart des gens, ben évidemment, ne parlent pas le français, ne parlent pas l'anglo-normand. Donc on a tout un tas de traités d'enseignement, comment enseigner cette langue, etc., etc., qui sont écrits tout au long du Moyen-Âge, en anglo-normand. Alors, si vous vous rappelez un petit peu de la définition que je vous ai montrée au début de Wikipédia, la définition de Wikipédia vous donnait l'anglo-normand comme un dialecte du français médiéval. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, peut-être. Un dialecte, c'est une variante d'une dérivée d'une autre langue. Sauf qu'ici, pour l'anglo-normand, ben, c'est le seul écrit en français avant 1150. Donc on peut difficilement parler d'un dérivé si on n'a pas d'autres langues, en fait, auxquelles le comparer. Donc on n'a pas de traces écrites en français avant 1150, à part, bien évidemment, en Angleterre. On commence à voir des textes écrits en français après 1150 dans la zone normande et dans la zone picarde, évidemment des territoires qui sont en contact avec la zone anglaise. Et on n'a pas d'écrit en français à Paris avant 1250. C'est-à-dire 150 ans après les premiers textes en anglo-normand. Donc, l'anglo-normand n'est pas un dialecte du français, c'est la première trace du français à l'écrit. Le français sous sa forme écrite et la littérature française, eh bien, sont nés en Angleterre au début du XIIe siècle. D'accord ? C'est important de le savoir. Donc, l'anglo-normand, ce n'est pas juste un dialecte, c'est vraiment une forme écrite qui va définir ensuite la norme de ce que va devenir le français sur le continent. Il va définir les normes par rapport au latin, il va définir les normes par rapport à ce qu'est le français. Et donc, il ne se définit pas par rapport à une norme, il est la norme. Jusqu'en 1150, du moins.
Donc évidemment, l'anglo-normand a une place très importante dans l'histoire de la langue française. Vous comprenez pourquoi maintenant. Mais il a également un rôle très important dans l'histoire de la langue anglaise. Puisqu'actuellement, on pense que plus de 50% du vocabulaire anglais utilisé actuellement dérive du français, de par le contact avec l'anglo-normand. Donc la présence du français sur l'île de Bretagne a créé également un choc, j'ai envie de dire, sur l'anglais et a modifié totalement son vocabulaire. Si vous prenez des textes en ancien anglais et des textes en moyen anglais, vous voyez tout de suite la différence. Il y a une très grande différence de vocabulaire entre l'ancien anglais et le moyen anglais, de par la présence de l'anglo-normand sur le territoire. Alors, pour vous donner un petit exemple, je suis allée sur l'Oxford English Dictionary, donc le dictionnaire d'Oxford, qui est le dictionnaire de référence pour l'anglais actuellement. Et je vous ai pris un mot, donc comme treaty, traité. Et si vous allez à la partie étymologie, vous allez voir, dans 50% des cas, ça. Traité, dérivé de l'anglo-normand, par exemple. Donc il y a énormément de vocabulaire actuellement employé en anglais qui dérive directement de l'anglo-normand, qui dérive du latin de par le contact avec l'anglo-normand. Donc il y a également quelques débats actuellement pour savoir si l'anglais est une langue romane ou pas, c'est-à-dire une langue dérivée du latin, l'anglais actuel, non pas l'ancien anglais, de par sa dérivation totale avec l'ancien anglais. Bon. On n'est pas là pour discuter de l'anglais, mais sachez que c'est très important. Je vous ai mis aussi un exemple là. Si vous allez sur le dictionnaire du moyen anglais, le Middle English Dictionary, vous pouvez voir aussi dans la partie étymologie le même mot, traité, qui vient de l'anglo-french, donc qui est un autre terme pour désigner l'anglo-normand. Actuellement, donc, nous on a gardé le dictionnaire de l'anglo-normand, je vous expliquerai pourquoi après, mais c'est un terme qui est sujet à débat, d'accord, puisque, comme je vous ai expliqué, c'est en fait du français, l'anglo-normand, et donc ce n'est pas anglo ni normand, en fait. Mais c'est un terme qui nous vient du 19e siècle et qui a une historique derrière lui dans la recherche, donc nous l'avons gardé. Mais sachez qu'il y a d'autres termes, donc il y a anglo-french, anglo-français, il y a aussi French of England, le français d'Angleterre, par exemple, qui peut être employé. Donc on a d'autres termes pour désigner cette langue. Alors, donc si j'en reviens à ma petite carte que je vous ai présentée au début, donc avec l'expansion normande au XIe siècle. Donc vous voyez, bien évidemment, les Normands remontent vers le nord, mais ils descendent aussi vers le sud, et un peu partout avec eux, ils emmènent l'anglo-normand. Ce qui fait que les textes qu'on a aujourd'hui sont aussi le résultat de contacts avec de nombreuses langues. Non pas seulement les langues sur l'île de Bretagne, bien évidemment ce sont les plus nombreuses, mais on a en anglo-normand des contacts avec plein d'autres langues, donc évidemment l'anglais, le gallois, l'irlandais, l'écossais aussi, j'ai oublié de l'ajouter, mais aussi évidemment le picard, le breton, le normand, le gascon, puisque vous vous souvenez de l'Empire des Plantagenets qui va jusqu'en Espagne, mais aussi avec l'arabe lors des croisades. Enfin, on a un résultat qui est le contact avec diverses langues. Ce qui nous donne une situation linguistique très particulière pour ces textes. Donc je vous ai pris l'exemple par exemple du mot sucre en anglo-normand. Et ici vous avez ce qu'on appelle les variantes, puisqu'évidemment la langue n'est pas standardisée à l'époque. Donc on n'a pas une orthographe. D'accord ? On n'a pas d'orthographe. Donc on a des variantes incalculables du même mot. Et pour l'anglo-normand particulièrement, vous avez des variantes énormes. Bon, là, je vous ai juste mis sucre, mais parfois on a une page entière de variantes pour un seul mot. Et tout ceci vient du fait que l'anglo-normand est en contact avec de nombreuses langues, et donc intègre bien évidemment des scribes qui viennent d'un peu partout.
Et donc vous voyez par exemple pour le mot sucre, bon, vous avez des formes qu'on peut reconnaître, mais si vous prenez celle-là, vous retrouvez pratiquement sugar. Vous retrouvez la forme anglaise en fait. Si vous prenez par exemple zucchero, je ne sais pas si vous parlez un peu italien, mais c'est pratiquement zucchero, c'est pratiquement italien, etc. Donc vous voyez qu'on a comme ça un nombre incalculable de variantes qui va nous poser des problèmes pour le dictionnaire. Je vais y revenir. Dans cette situation linguistique particulière, on a par exemple par plusieurs phénomènes, une confusion des genres, donc féminin, masculin, par exemple. Alors, évidemment, si on passe à l'anglais, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'apprendre le français à quelqu'un qui est anglophone de langue maternelle, mais évidemment, il va y avoir beaucoup de problèmes dans la maîtrise des genres. D'accord ? Parce qu'un anglophone ne se pose pas la question de savoir le genre d'une chaise, d'une table ou d'une chaussure. Donc, puisqu'il n'y en a pas. D'accord ? Tout est neutre. Donc, évidemment, ça va poser des problèmes pour des gens qui sont de langue maternelle anglaise lorsqu'ils doivent apprendre une langue romane. Et ici, vous vous souvenez, je vous ai parlé du fait que le français est enseigné comme langue seconde sur l'île de Bretagne. Eh bien, on va voir apparaître ces phénomènes pour les scribes qui ont le français comme langue seconde et qui ont l'anglais comme langue maternelle. On a aussi, ça dérive aussi de la situation du latin sur les îles de Bretagne, mais j'y reviens pas. Donc vous avez un phénomène ici, comme par exemple, vous voyez, dans le même texte, vous pouvez avoir toute sa seigneurie et en même temps son seigneurie. Donc, son commission, sa commission. Son nef, la nef c'est un bateau, c'est un navire. Son nef et ma nef, par exemple, au féminin. Donc il y a comme ça, dans la littérature anglo-normande, un emploi des genres qui est différent, on va dire, sur le continent. On a aussi, par exemple, de nombreux emprunts, ou code switching. Bon. Les emprunts, donc, c'est lorsque, dans une conversation, vous employez un mot qui est d'une autre langue pour désigner une autre réalité. Et le code switching, c'est lorsque vous changez directement de langue dans une même conversation. Évidemment, comme nous avons des scribes qui sont de langue maternelle différente, qui ne sont pas de langue maternelle française, eh bien, vous pouvez voir apparaître ce phénomène d'emprunt ou de code switching. Par exemple, ici, vous avez le mot rope, corde, qui apparaît dans un inventaire. Donc, un nouvel rope, une nouvelle corde. Pareil pour sterling, d'accord ? Donc, à propos d'une paye, une paye en petit tournoi, qui est une monnaie, et une partie en sterling. Pareil ici, alors je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître ce mot. Donc, j'allais volontiers au moustier qui est l'église, écouter la messe, ouvrir la messe, et du moustier, donc de l'église, je vais tout droit à la scole, à l'école, d'accord ? Évidemment, ça ressemble à school, la version anglaise. Donc vous avez ici ce qu'on appelle une forme aphétique, c'est-à-dire sans le E épathétique, sans le E de soutien qu'on a nous en français. Donc on voit apparaître tout un tas de phénomènes comme ça dans les textes anglo-normands, du fait du contact avec d'autres langues. Évidemment, comme j'ai commencé à vous le dire, on a un corpus très très divers, très très étendu de textes, donc de la littérature, des traités scientifiques. On a également beaucoup de textes de loi, puisque le français vient remplacer l'anglais dans l'administration et l'administration se met à écrire en français. Donc pratiquement toutes les lois anglaises du Moyen-Âge sont écrites en français. Donc évidemment, même lors de la guerre de 100 ans, par exemple, à la fin du Moyen-Âge, tous les traités, etc., toutes les lois pendant la guerre de 100 ans, pratiquement, sont écrites en français, alors qu'ils combattent contre les Français. Donc on a un corpus très divers, et évidemment, ce corpus très divers va conduire à une acception très diverse d'un même mot, c'est-à-dire qu'un même mot va avoir des sens très très différents, qu'on soit dans un texte médical, qu'on soit dans un texte de loi, qu'on soit en littérature, etc.
Et évidemment, c'est un problème que n'ont pas les dictionnaires français, parce que, est-ce que vous savez sur quoi se base, quel est le corpus des dictionnaires français? Par exemple, si vous ouvrez le Robert, vous allez avoir quoi comme type de texte, comme exemple? Ou le TLF, etc. Vous allez avoir des textes littéraires, uniquement. D'accord. Donc c'est aussi un point de vue anglais. Si vous prenez l'Oxford English Dictionary, par exemple, vous allez avoir tout type de textes, des journaux, des Twitter, des sites internet, des textes de loi, n'importe quel écrit, d'accord, en anglais, va se trouver dans un dictionnaire. Du point de vue français, c'est différent. Du point de vue français, on utilise seulement la littérature parce qu'on considère que c'est la forme la plus pure d'expression, d'accord. Donc on a évidemment, même dans les dictionnaires de l'ancien français ou du moyen français, en France, on va avoir un corpus plus réduit. Et donc, bien évidemment, moins de sens à traiter. Même s'il y en a toujours beaucoup en littérature, d'accord, on va en avoir moins. Alors, vient maintenant, après tout ça, le projet du dictionnaire de l'anglo-normand. Alors, le dictionnaire de l'anglo-normand, c'est un projet de recherche qui a été créé en 1962. Donc, c'est vraiment un projet de recherche très ancien, même si bon, ceux qui sont nés avant 1962 ne sont pas très anciens, évidemment, mais pour un projet de recherche, c'est une période très très longue qui a existé évidemment sous format papier, puis en version numérique dans les années 2000, et qui est financé entièrement par le gouvernement du Royaume-Uni. Donc c'est une perspective vraiment depuis les îles de Bretagne sur le français. Alors aujourd'hui, on en a la phase 2-6 du développement, je vais vous expliquer ce que c'est. Et évidemment, on a un site internet, d'accord, qui est libre, gratuit d'accès. Vous pouvez y aller, je vous conseille d'y aller si vous voulez explorer. Alors ça, par exemple, c'est la première forme du dictionnaire. La première forme du dictionnaire, donc, qui est un dictionnaire papier. Je vous ai mis la première page du volume T, de la lettre T. Donc, pour vous donner une idée, le volume de la lettre T fait à peu près 180 pages imprimées. Et aujourd'hui, on a terminé la révision de la lettre T et on en est à 2000 pages. Pour vous donner un petit peu une idée de l'extension que prend maintenant le dictionnaire. Alors, donc, ici, bon, je suis désolée, c'est très, très petit, je sais. Mais vous avez ici, par exemple, l'article du mot table. Encore un mot simple, table. Donc, voilà, merci. Donc l'article table avec deux variantes, taboule, taboule, substantif, donc, et évidemment, les traductions sont en anglais. D'accord. Donc, autre difficulté, c'est un dictionnaire sur le français, mais qui se fait en anglais. Et vous avez, bon, comme ça, tout un tas, évidemment, d'exemples. Aussi, beaucoup de ce qu'on appelle des locutions, beaucoup d'expressions qui viennent aussi, qui sont très fréquentes dans les langues médiévales. Donc, vous voyez comme ça une demi-page. D'accord. À l'époque, ce n'était pas encore un dictionnaire historique, c'était un dictionnaire sémantique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la différence. Un dictionnaire sémantique s'occupe uniquement du sens des mots et ne cherche pas à retracer leur histoire dans le temps. Le Larousse, par exemple, c'est un dictionnaire encyclopédique. Si vous ouvrez le Larousse, vous n'allez pas avoir d'étymologie, vous n'allez pas avoir de date particulière pour les citations, vous allez avoir une explication, quelques sens d'un mot. Un dictionnaire historique, c'est un dictionnaire qui va essayer de retracer l'évolution du mot dans l'histoire. Donc depuis sa première apparition jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on puisse le retracer. Donc à l'époque, c'est un dictionnaire sémantique. À l'époque, on ne s'occupe pas de la date, on met ce qu'on peut trouver, et on ne s'occupe pas de la date des mots, etc. Et bien évidemment, lorsqu'on passe au numérique, il y a une première phase où on va juste numériser dans les années 2000 le dictionnaire écrit. Enfin, on va juste, c'est déjà un processus très long, numériser et mettre en ligne le dictionnaire.
Mais ensuite, bien évidemment, on va essayer d'évoluer en ayant toute une réflexion de ce qu'on peut apporter maintenant avec les outils numériques à travers un dictionnaire. Et on va transformer ce dictionnaire sémantique en dictionnaire historique. Et on va retracer le mot dans toute son utilisation, depuis son apparition à peu près au XIIe siècle, d'accord, jusqu'à la fin du XVe siècle, lorsque l'anglo-normand n'est plus utilisé. Donc on va avoir des siècles et des siècles de corpus à éplucher pour en arriver à ça. Donc ça, je vous ai mis, c'est la version table numérique qu'on va avoir d'ici peu. C'est une exclusivité, on n'a pas encore mis en ligne, on est en train de travailler dessus. Donc c'est la version table que vous allez pouvoir trouver en ligne une fois qu'on l'aura mis en ligne. Donc vous voyez un petit peu plus de variantes, mais pas beaucoup. Bien évidemment, on a des articles où on a des variantes. On a énormément de variantes. Et ici, on ajoute ce qu'on appelle les cogreffs, les références, des références à d'autres dictionnaires. Donc, on a une référence, lorsque c'est bleu, c'est que ce sont des dictionnaires en ligne. Et donc, vous avez juste à cliquer pour accéder à l'article sur l'autre dictionnaire. Donc, on a le dictionnaire, le FEV, qui est le dictionnaire étymologique de l'ancien français, qui lui est en allemand. Vous avez le GDF, qui est le Godefroy, qui est un dictionnaire de l'ancien français qui s'est fait au début du XXe siècle. Vous avez le Tobler-Engelmatch, le TL, qui est un autre dictionnaire qui s'est fait dans les années 30 de l'ancien français. Vous avez le DEAF, qui est le dictionnaire étymologique de l'ancien français, qui s'est fait, lui, assez récemment, 30 dernières années, on va dire, qui est en ligne, auquel vous pouvez accéder. Vous avez le DMF, donc le dictionnaire du moyen français, qui est le français du XIIIe au XVe siècle, donc une autre période. Vous avez, et là, évidemment, nous sommes les seuls à faire référence à l'Oxford English Dictionary, puisque vous trouvez aussi les mêmes mots en anglais. Donc à chaque fois, on essaye de renvoyer aussi au dictionnaire anglais, lorsqu'ils ont le même mot. Et table, évidemment, table, c'est un mot que vous trouvez en anglais. Également sur le dictionnaire du moyen anglais, et on a un dictionnaire qui est un peu particulier, qui est le dictionnaire des sources latines dans les îles britanniques, puisque le latin a évolué un petit peu différemment dans les îles britanniques, donc on fait aussi référence à ce dictionnaire-là. Mais vous voyez, du coup, ça c'est quelque chose qui ne pouvait pas se trouver sur la version papier, évidemment c'est un apport de la version numérique. Et donc on peut faire ce lien que fait l'anglo-normand entre l'anglais, par exemple, et les dictionnaires français. Ah, j'ai oublié, on fait aussi référence au TLF, évidemment, au Trésor de la langue française, en ligne. Et pour vous donner une idée, donc la demi-page que vous avez vue tout à l'heure, aujourd'hui, la fiche fait 8 pages, par exemple. Et on a ajouté tous ces sens ici que vous voyez. D'accord, ce sont des sens qu'on a ajoutés, qu'on a travaillés, pour lesquels on a ajouté d'autres citations, etc. Alors, comment on fait ? Bien évidemment, puisque la version papier, évidemment, on utilisait des corpus papier, puisqu'on n'avait pas les outils numériques. Donc on a encore au bureau une très grande armoire comme ça avec des petits tiroirs, d'accord, par lettres, où les professeurs qui travaillaient sur le dictionnaire de l'anglo-normand écrivaient bien évidemment tous les exemples qu'ils trouvaient intéressants, les classaient par ordre alphabétique et ensuite essayaient de les rentrer ou pas, choisissaient de les rentrer ou pas dans le dictionnaire papier. Mais c'était évidemment quelque chose qui prenait un temps fou, d'accord, il fallait éplucher les corpus papier, etc. Donc aujourd'hui, on a des outils qu'on appelle les lemmatiseurs. Les lemmatiseurs, c'est un outil, donc vous mettez votre corpus en version texte, en version simple, et vous lui demandez ici, je lui ai demandé de m'afficher tous les mots qui commencent par TA, et évidemment, là, je vous ai mis, d'accord, il va m'afficher tous les mots qui commencent par TA, dont le mot table, pour lequel on va pouvoir remplir notre fiche, bien évidemment, avec d'autres exemples et d'autres textes, d'accord, qu'on n'avait pas. Donc ça, c'est un outil numérique qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite, évidemment. Alors, comment on fait pour, évidemment, s'attacher à définir tous les sens d'un mot,
puisque je vous ai dit que le corpus était très varié, donc on a besoin de spécialistes de loi, par exemple, du Moyen-Âge, ce qu'on n'est pas forcément. On a besoin de spécialistes de traités médicaux, on a besoin de spécialistes de littérature, etc., etc. Donc déjà, on a créé ce qu'on appelle ici les tags linguistiques. Donc vous voyez ici, on a un tag architecture, on a un tag médecine, on a un tag domestique, qui est tout ce qui a trait à l'intérieur, à la maison, etc. Donc lorsqu'on crée nos fiches, on donne un tag lorsqu'on a une exception particulière, que ce soit légale, médicale, etc. Et ensuite, on a des relecteurs qui sont spécialistes du domaine, à qui on envoie les fiches et qui nous aident à savoir si c'est le bon sens, puisqu'évidemment, on n'est pas spécialiste. Nous sommes 3 à travailler sur le projet et il est difficile d'être spécialiste de tout ceci. Donc, on a des personnes qui nous aident, évidemment, extérieures, et à qui on peut poser des questions. Mais on s'en sort comme ça. Du coup, on a créé ça. Les tags linguistiques, on a été le premier dictionnaire à le faire. Donc, c'est vraiment un apport numérique, encore une fois, de la diversité qu'on voit sur les textes médiévaux. Et donc, si vous allez sur le dictionnaire, vous voulez faire une recherche sur les termes médicaux, vous cliquez sur le tag med et vous avez toutes les acceptions médicales de tous les mots dans le dictionnaire, par exemple. Donc, ce qui permet aussi aux chercheurs d'avancer beaucoup plus vite. Alors évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est passé d'un dictionnaire sémantique à un dictionnaire historique, ce qui fait qu'on doit ajouter, vous voyez ici, les dates à chaque citation, ce qui, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de moyen de le faire automatiquement, donc nous le faisons à la main. Donc pour chaque date, nous ajoutons une petite, pour chaque citation, pardon, nous ajoutons une petite date, et vous voyez une spécificité médiévale. Vous avez la date du texte en premier et ensuite la date du manuscrit. Parce qu'un texte a pu apparaître, par exemple, au XIIe siècle, mais être copié par un scribe 2 siècles après, au XIVe siècle. Donc, pour un chercheur ou pour quiconque qui souhaite travailler sur la langue médiévale, c'est important de savoir et la date du texte et la date du manuscrit, qui peut varier grandement. Donc, nous avons ajouté tout ça et nous classons toutes les occurrences selon leur date d'apparition. Donc, ce qui n'était pas dans la version papier. Évidemment, il n'y avait pas de date, comme je vous ai dit. Donc, c'est quelque chose qu'on a ajouté numériquement. Alors, comment on fait aussi pour s'attacher aux problèmes de genre, par exemple, que je vous ai donné tout à l'heure, dont je vous ai parlé? C'est un problème, parce que si, par exemple, vous avez le mot table, vous allez dans le dictionnaire du moyen français, un dictionnaire médiéval, vous allez avoir table, substantif féminin, évidemment. Sauf que nous, on ne peut pas l'avoir ça. Parce que parfois vous avez le table, parfois vous avez un table, parfois vous avez une table. D'accord ? Alors, ce qu'on a trouvé, bien, c'est d'appliquer des catégories anglaises, en fait, aux mots. Des catégories grammaticales. Donc, dans notre dictionnaire, vous allez avoir substantif sans genre, par exemple. À part si vraiment on a un substantif, par exemple, qui va nous décrire un métier d'une femme, un métier spécifiquement féminin. D'accord ? Là, on peut se dire, oui, évidemment, on a un mot qui réfère au féminin, mais en général, on ne va pas parler de genre. Idem pour les verbes. Par exemple, en français, vous avez, si vous regardez le DMF, le dictionnaire du moyen français, vous allez avoir verbe transitif direct, verbe transitif indirect. Sauf que ça marche un petit peu différemment pour l'anglo-normand. Donc on va avoir juste verbe transitif qui accepte un COD et verbe intransitif pour tout le reste. D'accord. Donc c'est une vision un petit peu différente, là aussi, des catégories grammaticales qui viennent du fait qu'on doit adapter à ces catégories au phénomène de l'anglo-normand. Comment on fait également lorsqu'on a ces problèmes d'emprunt dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand tout à coup on a un mot anglais qui surgit, ou un mot gallois, ou un mot italien, ou quoi que ce soit, ou un mot latin qui surgit au milieu de l'anglo-normand. On a mis en place ce qu'on appelle donc des tags linguistiques. Et ici, vous voyez, par exemple, le mot Twibill, qui est un mot anglais, Twibill, c'est pas un mot français, qui apparaît comme ça dans des
Donc le tweebill, c'est une hache qui coupe des deux côtés, avec des bords tranchants des deux côtés. Donc twee qui vient de tout, deux. Donc il coupe des deux côtés. Et évidemment, c'est un mot anglais, vous voyez, qu'on n'a pas ici dans le dictionnaire français, par exemple. On fait référence seulement au dictionnaire anglais. Et donc on tag ces fiches, on va les taguer selon la langue du mot. Donc ici, moyen anglais, ME. Donc on a des tags, on a parfois des mots gallois, donc on a un tag welsh, on a des mots latins, etc., etc. Donc on a tout un tas de tags, des mots arabes, des mots, enfin, vraiment une panoplie de mots qui peuvent apparaître d'autres langues, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc on a créé ce tag linguistique. Ce tag n'est pas encore, vous ne pouvez pas chercher dans le dictionnaire, et, malheureusement, les mots issus d'autres langues. On est en train d'y travailler, mais c'est pas aussi facile que ça y paraît. Donc c'est en place, mais ça va devenir, bien sûr, on va pouvoir chercher à terme tous ces termes. Alors, le dictionnaire de l'anglo-normand, évidemment, lorsqu'il devient un site internet, lorsqu'il devient numérique, eh bien, il s'amplifie également. Donc, on a amplifié ce qu'est le dictionnaire de l'anglo-normand. Et si vous allez sur le site, si vous allez sur la page d'accueil, ça s'appelle The Anglo-Norman Hub, le hub de l'anglo-normand. D'accord ? Donc, on a toute une sorte, on a beaucoup d'autres. Vous voyez ici beaucoup d'autres onglets qui vont vous donner d'autres entrées vers la langue, vers l'anglo-normand. Donc évidemment le dictionnaire. On a aussi une bibliographie qu'on espère extensive où on ajoute à chaque fois d'autres textes qui sont publiés sur l'anglo-normand, etc. Donc une bibliographie extensive. On a aussi une base de textes. Donc on a codé des textes en TEI pour pouvoir les mettre en ligne et les rendre aussi. Vous donner la possibilité de chercher dans ces textes n'importe quel mot ou des expressions ou quoi que ce soit. On a un blog où on écrit tout ce qui nous arrive lorsqu'on cherche des mots. On a aussi des lectures, donc des conférences mémoriales, puisque le professeur David Trotter, qui était en charge du dictionnaire de l'anglo-normand, est malheureusement décédé en 2015, très rapidement, assez jeune. Et donc on organise des conférences mémoriales chaque année à sa mémoire, sur l'anglo-normand et qui sont mises en ligne ici. On a des publications, évidemment, si certains écrivent sur l'anglo-normand ou ont des articles, ou nous-mêmes, on les met en ligne sur le hub, etc., etc. On a aussi des réseaux sociaux, enfin, on essaye d'être un peu plus extensif que le seul dictionnaire, qui est déjà, bien évidemment, une base qui nous prend beaucoup de temps. Alors, quelles sont les prochaines étapes? En guise de conclusion, j'aimerais vous parler un petit peu des prochaines étapes qu'on pense mettre en place pour le dictionnaire. Donc évidemment, on est en train de mener la révision complète du dictionnaire, mais avec les outils numériques avançants, évidemment, chaque fois qu'on révise une lettre, on met en place de nouveaux outils et il faut revenir évidemment sur les lettres qu'on a fait avant, même si on a déjà ajouté des citations, etc. Donc là, on en est à la lettre T, on va commencer la lettre V, mais il va nous falloir revenir sur le corpus à peu près de A à R, donc des milliers de fiches encore, parce qu'on a mis en place à partir de R un autre protocole qu'il va falloir revoir sur toutes les autres fiches. Et évidemment, il va nous falloir utiliser l'intelligence artificielle pour parvenir à nos fins. Notamment, on espère pouvoir créer une nouvelle façon d'entrer dans la base de données, un petit peu de la façon dont vous posez des questions à ChatGPT, par exemple. Donc, utiliser notre base de données, entraîner une intelligence artificielle pour que vous puissiez lui poser des questions, par exemple, du type donne-moi toutes les occurrences de couleurs de cheveux, par exemple, qui font référence à une couleur de cheveux. Donc, des choses un petit peu différentes que seulement entrer par un mot et aussi pouvoir essayer de poser des questions à la base de données pour pouvoir avoir de nouveaux résultats. On espère automatiser les processus, par exemple la datation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on met à la main chaque date. Donc on est en train de voir des moyens pour automatiser ce processus. Et évidemment, on espère ouvrir la discussion avec des spécialistes de la francophonie médiévale, puisque l'anglo-normand fait partie de ce qu'on appelle la francophonie médiévale, puisqu'il n'est pas, ce n'est pas une variante ce n'est pas un français utilisé sur le continent,
d'utiliser dans les îles britanniques. Et vous avez un phénomène de francophonie médiévale au Moyen-Âge. Donc vous avez par exemple du franco-italien, vous avez du franco-provençal, vous avez du picard, enfin vous avez tout un tas de variétés du français également. C'est un phénomène qu'on appelle la francophonie médiévale. Évidemment, s'ouvrir à d'autres spécialistes, collaborer avec des spécialistes du franco-italien, du franco-provençal, etc., mais aussi avec des spécialistes de la francophonie actuelle, puisque ça a un retentissement, évidemment, beaucoup plus large que le seul Moyen-Âge. Donc, je vous convie à aller voir notre site, vous abonner à nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, enfin sur X, sur Thread maintenant, sur Mastodonte. Donc, vous n'avez pas d'excuses si vous voulez nous suivre. Et je vous laisse avec cette fiche. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je répondrai évidemment à toutes vos questions. Ok, bien, que dire? Que ton intervention est trop intéressante, mais qui confirme certains soupçons, n'est-ce pas? Parce que, premièrement, ce que tu dis de francophonie médiévale, extraordinaire. Je veux dire, la francophonie existait déjà au Moyen-Âge. Hein? Francophonie médiévale. Bien. Deuxièmement, moi, modeste professeur de français langue étrangère, j'ai toujours pensé que l'anglais était une langue romane. Depuis longtemps. Et toi, tu viens de dire que 50% des termes de l'anglais sont d'origine française. Donc tu viens confirmer quelque chose que je pensais depuis longtemps. Mais tellement je ne l'ai pas inventé, j'ai dû le lire quelque part. Et troisièmement, ce qui attire mon attention, c'est l'intérêt du Royaume-Uni, du gouvernement du Royaume-Uni, pour mener une recherche tellement longue sur cette langue ou dialecte anglo-normand. Parce que ça fait 60 ans que vous travaillez dessus. Ça fait 60 ans. Tu n'étais pas encore né. Hein? Et je te dis que c'est bien possible que ça va continuer encore 60 ans. J'espère. Donc tu ne vas pas voir la fin de cette recherche. C'est vrai? Voilà mes commentaires. Et si vous voulez faire d'autres commentaires, ce sont partent de la logique seulement, n'est-ce pas? Je vais peut-être répondre rapidement. Alors, par rapport à l'intérêt du Royaume-Uni sur l'anglo-normand, ce qui est frappant, c'est surtout le désintérêt français à l'anglo-normand. Parce que l'intérêt du Royaume-Uni, bon, évidemment, tous leurs textes de loi du Moyen-Âge, par exemple, sont en anglo-normand, sont en français. S'ils ne maîtrisent S'ils ne maîtrisent pas sa langue, ben évidemment, personne ne peut travailler sur le Moyen-Âge. Tu veux dire que le gouvernement français ne s'occupe pas de cette langue? Non. Et pourquoi il ne le ferait pas? Alors, remontons un petit peu au XIXe siècle, par exemple, lorsque l'intérêt pour le Moyen-Âge a commencé à vraiment apprendre dans la communauté scientifique. Et évidemment, cet intérêt pour le français du Moyen-Âge s'accompagne de la construction nationale. Donc évidemment, on a toute une idéologie qui vient derrière pour construire le français de France et évidemment avoir une politique de la langue, ce qui n'est pas fréquent, hein, en fait. C'est vraiment un État qui a une politique de la langue, la France, très particulière. Très particulière, n'est-ce pas? Très particulière. C'est ce que je pense aussi. Donc, au XIXe siècle, lorsque les professeurs, les académiciens français s'attachent à ce problème de l'anglo-normand, ben, évidemment, ils sont pas très à l'aise avec ça.
puisque ça va à l'encontre de ce qu'ils essayent de mettre en place, le français de France, etc. etc. Donc c'est un peu quelque chose qui reste caché, où on invente d'ailleurs un dialecte qui s'appelle le francien, qui serait le français de Paris, qui lui serait le plus pur, et tout le reste des variantes médiévales seraient impures, des dérivés impurs, si vous voulez, du francien, dont l'anglo-normand. Alors qu'en fait, quand on regarde l'état, quand on regarde vraiment l'apparition des textes, etc., non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais c'est quelque chose qui reste quand même, même dans la recherche française actuelle, évidemment, on l'a dépassé, mais c'est une idée qu'on a même lorsqu'on va travailler sur l'anglo-normand et qu'on présente quelque chose en France. C'est pas tout à fait encore très bien reçu, entre guillemets. Bon, évidemment, il y a des groupes de recherche qui travaillent sur ça, mais toute cette recherche sur la francophonie médiévale, elle se fait hors de France. Un peu comme la recherche en francophonie, de toute façon. La recherche en francophonie, elle se fait hors de France. Francophonie actuelle. Actuelle, elle se fait aux États-Unis, elle se fait ailleurs, elle ne se fait pas en France. Bon, vous avez évidemment des spécialistes français très importants, mais elle se fait ailleurs, elle ne se fait pas en France. Et c'est le cas également pour la francophonie médiévale. J'ai l'impression que la France ne s'occupe pas tellement de nos jours de la francophonie et des études sur la francophonie. Et nous-mêmes, nous sommes trop centrés sur le français de la France. Nous ne voyons pas ce qu'il y a dans les autres pays francophones. C'est le même problème pour le français du Moyen-Âge. Donc il y a des sites internet sur la francophonie médiévale, mais qui sont en anglais, par exemple. Comme le dictionnaire de l'anglo-normand est en anglais. Et on n'a pas de demande de traduction ou quoi que ce soit. Hein. Bon courage, ma chère. Mais c'est pas grave, on est très bien comme ça. C'est ce que tu fais, alors. Bon, merci. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, là-bas. Avant tout, bonjour. J'ai juste une simple question. Vous avez parlé de l'anglo-normand. Est-ce que le vieux norrois et le Old Norse font partie de l'anglo-normand? Alors, non. Ce sont des langues nordiques qui ont une autre branche, d'accord, c'est pas. Mais évidemment, comme je dis, il y a des Vikings qui traitent dans le coin, etc. Donc on a aussi des contacts entre l'anglo-normand et le vieux norrois, par exemple, et on a des textes, si vous voulez. Ensuite, donc on a vu ce premier mouvement du XIIe siècle entre 1100 et 1150 où l'anglo-normand naît sur les îles britanniques. Ensuite, les textes qui ont été créés sur les îles britanniques vont se transporter sur le continent, donc par les Normands, les Picards, etc. Et ensuite, on va voir un autre mouvement. Donc une fois que le français commence à s'écrire sur le continent, on a des nouveaux textes qui reviennent en français sur l'île britannique et qui sont traduits en moyen anglais et qui sont traduits en ancien norrois. Donc on a comme ça des légendes, par exemple la légende de Roland, qui va de Charlemagne, enfin tous les textes qui concernent Charlemagne, etc., vont être traduits jusque dans le nord de l'Europe, jusqu'en Islande de même, et en espagnol aussi. Je voudrais que quelqu'un vienne ici et prenne une photo de la salle, s'il vous plaît. Quelqu'un, je ne sais pas. Myrta, ici. Courageuse. Merci. S'il te plaît, tu prends une photo de la salle et tu prends après une photo de Delphine. Ça a été pas un choc, parce que j'en avais une petite idée quand même. J'ai travaillé pour mon doctorat sur un texte médiéval, etc. Mais j'avais vraiment pas l'idée de la place de l'anglo-normand dans l'histoire de la langue française, en fait. D'abord, je voudrais vous remercier pour la conférence et j'ai une question. Est-ce que, d'après les nouvelles études en médiévalisme, vous pensez que le français contemporain, moderne, dérive de l'anglo-normand ou du francien comme nous étions accoutumés à dire ou
c'est une question, je crois, un peu difficile. Non, Mais- alors, oui, bien sûr. Mais mais selon votre alors, expérience, en votre fait, étude, donc évidemment, l'anglo-normand a une place de choix dans l'histoire du français, mais on voit ensuite que ces normes ont évolué lorsque le français commence à être écrit sur le continent. Après, on apprend, évidemment, et j'ai appris, moi aussi, avec vous, que le français de Paris, des rois, se diffuse ensuite dans tout le territoire, et c'est ça qui va devenir notre français pur et magnifique actuel. Sauf que, qu'est-ce que c'est cette langue des rois à Paris au XIIIe siècle? Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle le francien? En fait, le francien, c'est le conglomérat de tout, de toutes ces langues-là, puisque à partir du XIIIe siècle, Paris commence vraiment à grossir, à devenir une mégalopole médiévale. Et donc, on voit arriver tout un tas de gens de tout le territoire, notamment des Picards, des Flamands, des gens du Sud, des gens du Nord, etc., qui apportent leur variante dialectale avec eux. Et à partir du XIIIe siècle, ceux qui commencent à être écrits à Paris, ça va être le conglomérat, le résultat, le créole, si vous voulez, de toutes ces variantes. Et donc, on a des études actuelles qui montrent vraiment bien ça, que cette langue des rois, en fait, c'est ça, en fait, c'est le résultat de tout, de tout, comme une super variante, d'accord, de toutes ces variantes-là. Et c'est ça qui va devenir notre français, en fait. Donc, ce qu'on parle, c'est plus le français des paysans picards que des rois, en fait. merci. ¿Quiere hacer un comentario, directora, en español, de lo que ha entendido? Bueno, es importante para el inglés también. Quiero antes que nada volver a agradecer a la profesora Delfine Melas. Justamente me estuve comunicando lastimosamente el profesor José Antonio Alonso Navarro, quien es colega suyo. Le manda un saludo. Lastimosamente no pudo estar acompañando la conferencia, pero sí ya le compartí los materiales para que justamente me dice que están en clase dando este tema en esta misma semana. Así que hubiese sido muy lindo que nuestros estudiantes de inglés puedan venir, si bien quizás no iban a entender todo lo que decían, pero el sitio sí le va a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias nuevamente, y la próxima va a ser la conferencia en inglés para Seguro. que nuestros estudiantes también puedan aprovecharla. Bon, alors merci Delphine encore De une rien. fois. Un plaisir d'avoir eu parmi nous. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Ah, j'espère. Guillaume, pareil, n'est-ce pas? J'espère. Et voilà, donc merci à tous et nous vous invitons à boire surtout. Merci beaucoup. Merci Delphine.